Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à ce nouvel épisode du balado L'état du monde. Toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulon. Comment ça va? Très bien, très bien. Et toi? Ça va super bien, merci. C'est le début du printemps ici. Ah Euh, bon? OK. en fait, nous, on a des grosses journées fériées en ce moment parce que c'est la nouvelle année kazakh. Parce OK. qu'il faut se placer dans le contexte là, d'un peuple historiquement qui a toujours été nomade. Donc, l'arrivée du printemps, ben, c'est pour eux, ça signifiait le renouveau de la vie, la Ah ben fin oui. des 6 mois d'hiver. Donc, c'est ma troisième nouvelle année cette année parce qu'il y a aussi la nouvelle année orthodoxe au milieu OK. du mois de janvier. Donc, voilà, les enfants sont super heureuses parce que ben, ça Ils fait ont congé. ils ont congé puis elles veulent des cadeaux, hein. Ben là, OK. Noël, là, on veut des cadeaux pour la troisième fois cette année. Oui. Bon, écoute, tu nous as sorti un peu plus tôt cette semaine un scoop, on va dire ça comme ça. Tu t'as révélé un peu plus tôt cette semaine à une émission de radio quelles seraient en tout cas, on parlait au conditionnel, quelles seraient les Ouais. bases de la négociation dans le cadre du cessez-le-feu en Ukraine. Je pense que c'est super intéressant que tu nous en parles, que tu nous dresses la liste puis ensuite qu'on fasse une petite évaluation si ça fait du sens ou non, puis à quoi est-ce qu'on peut s'attendre au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Alors, je te OK. laisse aller. Très bien. Alors, je vais parler de ce document dont j'ai eu copie en fin de semaine dernière et qui dresse un peu la table de ce qui a été négocié, de ce qui devrait être négocié entre les États-Unis et la Russie. On ne parle pas ici d'élargir le cercle de la négociation aux Européens et aux Ukrainiens, mais entre les deux grandes puissances. Alors, je vais dresser la liste très rapidement et sur les points essentiels que certainement nos auditeurs reconnaîtront. Et on va se demander si certaines des choses sont déjà en cours, acceptées, d'autres qui pourraient être négociées et d'autres qui ne peuvent pas être négociées parce que c'est des lignes rouges de part et d'autre. Donc, commençons par ce document. Il se pourrait que les combats puissent se terminer le 1er mai. L'armée ukrainienne quitterait la région de Koursk en Russie, ce qu'elle est déjà en train de faire, En si fait, je comprends bien. c'est déjà terminé. Ils ont été complètement expulsés de la région. OK. Ensuite, il quitterait aussi toute la région du Donbass et l'armée russe quitterait la région de Kharkiv et les autres territoires occupés, à l'exception des régions de Kherson et de Zaporizhia. La centrale nucléaire de Zaporizhia commencerait à travailler pour le système énergétique ukrainien en acceptant des employés ukrainiens. La centrale est sous contrôle russe depuis 2022. Kiev n'interviendrait pas contre les nouveaux territoires de la Russie, mais ne les reconnaîtrait pas officiellement. Ensuite, il y aurait une réduction et une modernisation de l'armée ukrainienne avec l'aide de l'OTAN. Toutefois, l'Ukraine proclamerait sa neutralité et refuserait d'adhérer à l'OTAN, mais pourrait entrer dans l'Union européenne d'ici 2030. En ce qui concerne les sanctions contre la Russie, certaines seraient levées immédiatement, c'est-à-dire au moment de la conclusion d'un accord, et d'autres plus progressivement sur une période de 3 ans. Ensuite, les garanties de sécurité si importantes pour l'Ukraine pourraient être accordées par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, la France et la Russie. Il y aurait le rétablissement de la langue russe comme langue officielle. En plus, les partis qui défendent la langue russe et la coexistence pacifique avec la Russie pourraient participer aux élections. Enfin, on s'entendrait sur le retrait des troupes américaines et de l'OTAN d'Europe de l'Est et des États baltes pour évidemment conclure cet accord de paix. On peut se demander qu'est-ce qui est déjà
acquis d'une certaine façon. Parce que même sous Joe Biden, les Américains avaient fait comprendre aux Ukrainiens, et je pense que Zelensky l'avait compris d'une certaine façon, c'est qu'ils ne pourront jamais retrouver les 20% ou à peu près de leur territoire perdu aux mains des Russes. Donc, ça, c'est acquis et tout ce qui pourrait être négocié, c'est à savoir, les Russes demandent la reconnaissance officielle que ce sont des territoires russes et les Ukrainiens, bien sûr, se disent non, ça appartient à l'Ukraine selon le droit international. Alors, est-ce qu'il y aurait un compromis ici? Ça risque d'être difficile, mais bon, c'est une possibilité. La neutralité de l'Ukraine et son refus d'adhérer à l'OTAN, ça, c'est aussi acquis, parce que les Américains mettraient leur veto à toute demande d'adhésion. En ce qui concerne l'Union européenne, je pense que les Européens ont dit que la porte était ouverte. Maintenant, d'ici 2030, c'est dans 5 ans, ça me surprendrait beaucoup que ça prenne si peu de temps quand on sait que les processus d'adhésion à l'Union européenne sont extrêmement longs. Il y a de nombreux États des Balkans qui attendent, certains depuis 10 ans pour rentrer dans l'Union européenne. Il faut adhérer à certains critères très stricts. Et là où le bas blesse, c'est par exemple l'agriculture, parce que, évidemment, l'Ukraine est une puissance agricole et les agriculteurs européens ont peur qu'en entrant dans l'Union, elles viennent casser les prix déjà fixés. Les sanctions, ça ne devrait pas faire trop de problèmes. Les sanctions, c'est bilatéral. Jamais les sanctions n'ont été votées par le Conseil de sécurité des Nations unies, donc elles n'engagent que ceux qui décident de sanctionner la Russie. Les garanties de sécurité, je me pose des questions à savoir si la Grande-Bretagne et la France accepteraient de donner des garanties de sécurité alors qu'ils n'ont pas participé au processus de négociation et qu'ils trouveraient peut-être que tout ce que j'ai énuméré va à l'encontre des intérêts de l'Ukraine. Mais ça reste à voir, ça reste à voir. C'est sur la table, en tout cas. Et le retrait des troupes américaines et de l'OTAN, de l'Europe de l'Est et des États baltes me semble pratiquement pas possible de négocier cette affaire-là. Chaque pays souverain a le droit d'accepter sur son territoire les troupes qu'il veut bien accepter. Maintenant, si dans le courant de la négociation, l'Europe était intégrée dans cette négociation et l'Ukraine, et que ce serait le seul obstacle à la signature d'un accord, peut-être que certaines troupes de l'OTAN devraient quitter les pays baltes. Mais je vois un obstacle assez majeur là. Mais je pense que dans ce que tu as dit, c'est le départ des troupes américaines de l'Europe de l'Est et des pays baltes, pas des troupes de l'OTAN. Alors, ce que j'ai ici, c'est le retrait des troupes américaines et de l'OTAN, d'Europe de l'Est et des États baltes. Ça voudrait dire que les Canadiens partiraient de certains... En Lettonie, je crois, ou en Estonie. En Lettonie. Alors, ça, c'est ce qui est sur la table. C'est ce qui a peut-être été déjà conclu, ce qui sera négocié peut-être encore la semaine prochaine en Arabie Saoudite et un peu plus tard, parce que c'est une négociation qui va mettre du temps. S'il y en a qui pensent que ça va se régler en 24 heures, ils se font des illusions. Ce qui a été agréé cette semaine, puisque Trump et Poutine se sont parlé, c'est d'abord un cessez-le-feu partiel qui est limité aux infrastructures énergétiques. Il y a déjà des interprétations différentes de ça. Certains disent que c'est les infrastructures énergétiques et autres infrastructures essentielles. La bataille est déjà commencée autour de cette interprétation et on voit que le conflit n'est pas terminé puisque et l'Ukraine et la Russie continuent les combats, mais d'après ce que je comprends, aucune infrastructure énergétique n'a été frappée depuis que
ce cessez-le-feu partiel a été conclu entre les deux grandes puissances. Puis aussi, c'est plus vraiment dans l'intérêt de la Russie en ce moment de frapper des infrastructures civiles parce que ben, c'est la fin de l'hiver ici dans la Oui, région. Donc, pour casser le moral de la population ukrainienne, peut-être les inciter à faire pression sur leur gouvernement pour qu'ils signent la paix, ça fait plus de sens de faire ça disons, entre novembre puis février. oui, À partir de la fin mars, début du mois d'avril, où les températures commencent à augmenter, où comme ici, en fait, dans la région ici, là, c'est un système de chauffage central qui est contrôlé par la municipalité. Donc, à partir d'un certain moment où après 3 ou 4 jours, il fait plus que 10 degrés en moyenne le jour ou la nuit, il coupe le chauffage central. ah Donc, oui, c'est très post-soviétique. Puis, en tout cas, nous, ici, dans la région, on est à peu près à 2 semaines avant que la ville coupe le chauffage central. Donc, ça n'a pas vraiment, pour la OK. Russie, stratégiquement parlant, c'est plus vraiment important à l'heure actuelle, dans cette Mhm. période-ci de l'année. Donc, ils se sont entendus là-dessus. Il faut dire une chose, c'est que la conversation téléphonique entre les deux présidents portait sur deux questions. Le rétablissement ou le renforcement des relations diplomatiques, économiques et militaires entre les deux puissances. Et ça, c'est indépendant de la crise ukrainienne. Évidemment, ça a des effets, mais pour les deux présidents, c'est deux choses différentes. Et le deuxième aspect de la conversation, c'est évidemment ce qui se passe en Ukraine. Alors, toute cette semaine, il y a eu confusion entre ces deux négociations-là. Les gens se demandaient pourquoi on allait organiser des parties de hockey entre les deux pays. Ça n'avait rien à voir avec l'Ukraine. Et je pense que certains n'avaient pas compris qu'il y avait ces deux négociations. Ils se sont entendus pour se revoir euh, en Arabie saoudite la semaine prochaine pour poursuivre la négociation afin de détailler ce cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques, mais aussi de discuter d'un cessez-le-feu naval sur la mer Noire, qui serait comme une deuxième étape vers un cessez-le-feu général. Mais encore une fois, du côté de la marine russe, essentiellement, maintenant, elle ne sort plus du port de Sébastopol. Parce que Voilà. beaucoup de ces navires de guerre ont été frappés, ont été touchés par des drones, par des missiles ukrainiens. Donc, on peut encore une fois se poser la question si cette concession-là de la part du Kremlin est réellement une concession, en sachant que leur Bon. bateau quitte plus Sébastopol. Maintenant, on établit des règles sur la navigation sur la mer Noire. C'est des mesures de confiance, finalement. On Ouais, pourrait ouais. les appeler comme ça. Donc, c'est la deuxième étape vers la négociation d'un cessez-le-feu C'est ça, complet. ça engage pas vraiment les parties à faire de véritables concessions majeures. C'est ça. Comme tu dis, on est plus au niveau on teste la parole de l'un et de l'autre. Voilà, voilà. Il y aurait évidemment l'échange de prisonniers. Ben, il a déjà eu lieu, puis j'imagine qu'il va y en avoir d'autres. Mais c'est un Euh, nombre, même pas Très, 200. très, très minime, 200 de chaque côté. On n'a plus l'air de parler de l'accord sur les minerais. Alors, je ne sais pas où c'est parti. Peut-être que Trump a abandonné cette histoire. Et évidemment, les Russes ont posé certaines conditions, reviennent avec leurs conditions sur l'éventualité d'un accord de paix complet. Par exemple, un arrêt complet des livraisons d'armes à l'Ukraine. Alors, ça, c'est sûr que ça va poser problème pour les Ukrainiens. Euh, Ça va aussi poser problème pour l'accord de paix en tant que tel, parce que les Européens veulent continuer à appuyer économiquement puis voilà. militairement l'Ukraine. Donc, si les Européens sont pas dans le coup, sont laissés à l'extérieur de la salle de négociation, Vladimir Poutine pourrait refuser au final de Ouais. signer l'accord parce que Ça, les garanties qu'il recherche seraient pas respectées. ouais. Ça, c'est le grand problème en ce moment, c'est l'inclusion de l'Ukraine, de l'Europe. Pour les Ukrainiens, donc la conversation Poutine-Trump a eu lieu lundi. Ensuite, mardi, il y a eu une conversation entre
Zelensky et Trump, qui voulaient, évidemment, Zelensky voulait savoir ce qui avait été discuté. Je doute fort que Trump a dû livrer toute la marchandise, a dû lui donner certains éléments concernant en particulier le cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques. Et le président Zelensky a accepté ce cessez-le-feu partiel et a accepté de continuer à travailler avec le président américain pour aboutir à un accord de cessez-le-feu complet. D'ailleurs, et les Américains et les Ukrainiens vont se rencontrer en Arabie saoudite en parallèle avec la rencontre entre les Américains et les Russes. Alors, est-ce qu'il y aura dans les couloirs des Russes qui vont rencontrer des Ukrainiens? Ça, c'est une autre paire de manches. On n'est pas dans le secret des dieux. Donc, c'est à peu près ce qui s'est passé cette semaine, qui donne un bon aperçu, me semble-t-il, de où est-ce qu'on s'en va. Il n'y a rien là-dedans pour réjouir les Ukrainiens. Et quand on fait un peu le bilan, on se rend compte que c'est un échec tant pour les Ukrainiens que pour les Occidentaux. Parce que si Poutine obtient tout ce qu'il demande, ben, c'est lui qui sera le gagnant de cette guerre. Ouais. Parce que les négociations qui ont eu lieu en Turquie après des semaines qui ont suivi le début de la guerre, les balises de la discussion ont filtré, on en a eu vent, et puis en ce moment, on est à des années-lumière de ce que les Ukrainiens auraient pu accepter s'il y avait eu un cessez-le-feu au printemps 2022. Ben non seulement ils auraient perdu moins de territoire, mais il n'était pas question à l'époque que le russe devienne une langue officielle en Ukraine et que l'OTAN quitte l'Europe de l'Est et les pays baltes. Et puis ça, en fait, c'est gros ça. Oui, ça c'était des demandes initiales de Poutine en décembre 2021. Les gens oublient cette partie-là, mais quand il y a eu ces lettres que les Russes ont envoyé au président américain et à l'OTAN, il y avait toute une série de conditions, la neutralité de l'Ukraine, la non-adhésion à l'OTAN, le retrait des troupes de l'OTAN à leur ligne de 1997. Donc, c'était presque le démantèlement de l'OTAN dans sa partie orientale. C'est ça, sauf que au printemps 2022, Vladimir Poutine n'était pas en position de force pour imposer cette demande-là. Alors que là, maintenant, clairement, il peut obtenir ce qu'il souhaitait obtenir avant le début de la guerre. Et puis bon, tu sais, le départ je l'ai dit il y a quelques minutes, le départ des troupes ukrainiennes de la région de Koursk, du territoire russe. En fait, ce qui s'est passé en fin de semaine dernière, les Russes ont fait un coup militaire de génie. Ce que les Ukrainiens avaient négligé, c'est qu'il y avait un gazoduc qui passait sous la de Souja, qui contrôlait, qui était le village clé, là, qui avait saisi en août dernier. Donc, les troupes d'élite russes, environ 800 hommes, pendant des jours et des jours, ont rampé dans le gazoduc qui faisait 15 km de long. Donc, un moment très précis, au moment opportun, ils sont sortis du gazoduc, ils ont attaqué les troupes ukrainiennes par l'arrière, donc à 15 km de la ligne de front. Donc, vous imaginez, là, les soldats ukrainiens, vous êtes à 15 km de la ligne de front, là. Vous fumez votre cigarette, puis vous attendez pas. Vous allez être attaqué. Soudainement, ils commencent à se faire tirer dans le dos, puis au même moment, sur la ligne de front, 15 km plus loin, les troupes russes ont aussi attaqué. Donc, les Ukrainiens se sont retrouvés pris en tenaille. Puis, en l'espace de quelques heures, de quelques jours, il y a eu une débandade complète de l'armée ukrainienne qui était sur le territoire. Et puis, ils sont rentrés en Ukraine. Et là, compte de malheur pour les Ukrainiens, les Russes poursuivent leur avancée dans cette partie-là du pays, en Ukraine. Puis ils menacent là, bon, je pense pas qu'ils vont être capables de prendre la ville parce que des combats urbains c'est beaucoup plus compliqué. Donc une ville à 40 km de la frontière avec la Russie, la ville de Soumy, qui maintenant pourrait là être attaquée peut-être par des drones ou des frappes d'artillerie au cours des prochains jours. Donc leur offensive d'il y a 6 mois. Donc, l'idée, on va conquérir une partie du territoire russe qu'on va pouvoir utiliser comme une carte d'échange.
dans la partie de poker, on vous redonne cette partie-là de la Russie, puis en échange, vous nous redonnez une partie du Donbass ou le Donbass au complet avec la Crimée en prime. Perdu cette carte-là. Donc, quand tu mènes à Zelensky, tu n'as pas de carte en main. À l'époque, il y avait encore un 4 de trèfle dans son carte, mais là, il n'y a plus rien. Là. Il n'y a même pas un 2 de pique dans son jeu. Donc, ça, c'est un peu problématique là, pour les Ukrainiens. Maintenant, je pense que c'est ce que j'ai à dire aujourd'hui sur le conflit comme tel. Alors, je vais peut-être te poser quelques questions rapidement. L'entrée dans 5 ans de l'Ukraine dans l'Union européenne, tu en as parlé, il y a beaucoup de conditions qui doivent être respectées. Oui, habituellement. Mon Dieu, est-ce que c'est réalisable? On l'a vu, des fermiers ukrainiens ont manifesté au cours des derniers mois, justement à cause des subventions qui étaient versées indirectement pendant le cadre de l'Union européenne, mais des subventions qui étaient versées aux producteurs agricoles ukrainiens. Puis les producteurs agricoles polonais se sentaient menacés, donc il y a eu des boucliers. Et puis avec le gouvernement polonais qui est en place, même si le président est social-démocrate, davantage favorable de la poursuite de la guerre, des efforts de guerre en soutien à l'Ukraine, il n'en reste pas moins que dans la population polonaise, le mouvement conservateur est quand même assez présent. Donc, il suffit que la Pologne émette un veto. Et puis les carottes sont cuites là, pour non, mais la négociation va être très longue. On le voit avec les pays des Balkans qui ne sont pas encore rentrés dans l'Union européenne, malgré le fait qu'ils avancent à remplir les conditions de leur adhésion. Il y a une négociation les critères sont les conditions. Il y a une négociation qui dure depuis 20 ans avec la Turquie. Alors, je serais très surpris que l'Ukraine adhère à l'Union européenne dans les 5 prochaines années. Puis on s'entend avec le climat politique actuel en Europe. En plus. Au cours des 5 prochaines années, vous avez beaucoup de politiciens, entre guillemets, populistes de droite qui pourraient remporter les élections, puis tout simplement dire c'est hors de question. Oui, tout à fait. Se joignent à l'Union européenne. Donc, c'est une belle promesse. Mais dans les faits, quand on y pense, est-ce que ça va se concrétiser? Je pense que, bon, on peut mettre des doutes là-dessus. Maintenant, les garanties de sécurité que les 5 grands pourraient accorder à l'Ukraine, qu'est-ce qu'elles pourraient être exactement? Parce que si les États-Unis se disent on se retire complètement de cette partie-là du monde, ça serait des garanties de sécurité, c'est quoi, des belles paroles, des principes? Mais... habituellement, c'est à peu près ça, des belles paroles. D'abord, il y a cinq grandes puissances dont les intérêts divergent et dont les interprétations sur la crise entre l'Ukraine et la Russie sont différentes. Et donc, sur quoi exactement vont-ils s'entendre, tous les 5, pour assurer la sécurité de l'Ukraine, sinon des vœux pieux? Parce qu'il n'y aura pas entre eux ce qu'on peut considérer comme l'article 5 de l'OTAN, qui est s'il y a une attaque contre l'Ukraine, on va venir à la rescousse des Ukrainiens. Donc, peut-être que les personnes qui ont rédigé le document que j'ai obtenu ont cru un moment que les 5 grandes puissances pourraient, à travers une résolution du Conseil de sécurité adoptée sous le chapitre 7, c'est-à-dire avec des mesures contraignantes, pourraient faire l'objet d'un consensus, mais je pense qu'on est très, très loin de ça et ça ne fonctionnera pas, à mon avis. Ouais. Est-ce qu'on parle du texte Corim de la semaine? Oui, je pense que tu as quelque chose qui paraîtra demain sur le blog du Corim et qui est très intéressant parce que ce que tu dis, en gros, et tu vas mieux nous l'expliquer, c'est que ce soit la guerre ou la paix, les deux représentent un danger pour Vladimir Poutine. Alors, vas-y.
Ben, c'est ça. Je pense que j'ai déjà expliqué sur d'autres plateformes, mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est dans tout État, que ce soit un État démocratique ou un État autoritaire, il y a un contrat social implicite qui existe entre la population puis les dirigeants. Mm. Dans le cadre d'un État autoritaire, la nature du contrat social, c'est tout le monde sait que les élites politiques sont corrompues, et puis elles sont au pouvoir pour s'enrichir continuellement. Et le danger dans une situation comme celle-là, c'est que les élites en viennent à s'enrichir sur le dos de la population. Mm. Or, qu'est-ce que la population, elle, veut? C'est conserver sa propriété, ses avoirs. Donc, tant aussi longtemps que les élites, les oligarques vont pas poser des gestes qui vont aller à l'encontre de ces intérêts-là de la population, les individus sont globalement satisfaits et acceptent de perdre leur liberté politique si en retour leur sphère individuelle est garantie et puis l'État s'engage à ce que les oligarques aillent pas s'immiscer dans les affaires personnelles des individus. Donc, je pense que c'est ça la base du contrat social dans un État autoritaire. Puis on l'a vu, moi je l'ai vécu personnellement dans la région, lorsque une mesure qui vient porter atteinte au pouvoir d'achat de la population, ne serait-ce que minimalement pour des questions de quelques cents seulement, ça peut engendrer un mouvement de rébellion, de révolution populaire. Et puis immédiatement, l'État est très, très, très réactif et s'efforce de mettre le couvercle sur la marmite pour pas que ça entraîne une guerre civile puis un changement de régime. Donc, on a souvent tendance à penser que dans un État autoritaire, ce sont des régimes où le pouvoir en place est fermement en place, un pouvoir qui est extrêmement solide. Or, dans les faits, moi, je suis plutôt d'avis que leur pouvoir est extrêmement fragile et qu'il suffit qu'il y ait un déséquilibre entre ce que les oligarques veulent et ce que la population souhaite conserver pour que la situation puisse dégénérer et puis qu'il puisse y avoir un changement de régime. Donc, si on a ça en tête, ce qu'il faut savoir, c'est que la guerre en tant que telle et la poursuite de la guerre, ça a avantagé des millions et des millions de Russes, principalement parce que l'État russe a pompé des milliards et des milliards de dollars dans l'économie pour soutenir l'effort de guerre. Vous avez 40% du budget de l'État russe qui est consacré à la défense. C'est énorme. C'est absolument énorme. Donc, et qu'est-ce que l'État a fait pour éviter de s'immiscer dans la vie personnelle des individus? Première chose, la Russie n'a jamais imposé la conscription. Parce que si vous imposez la conscription dans un régime autoritaire, vous allez forcer des gens à faire quelque chose qu'ils souhaitent pas faire volontairement. Donc, ils ont misé sur des soldats contractuels à qui on donnait des primes d'engagement, des salaires qui représentaient plusieurs fois le salaire moyen de la population dans la région où ils habitaient. Donc, on dit dans les régions riches, donc Moscou, Saint-Pétersbourg, les primes d'engagement, les salaires des soldats correspondaient de 3 à 5 fois au salaire moyen d'un Russe normal, alors que dans des régions beaucoup plus éloignées, beaucoup plus pauvres, ça représentait jusqu'à 12 fois le revenu moyen d'un Russe normal. Donc, ces gens-là ont été en mesure de profiter matériellement de cette guerre-là depuis 3 ans. Et puis, s'ils se font tuer, ben vous avez à peu près des primes à la famille de l'ordre d'à peu près 50 à 60 000 dollars. En retour aussi, c'est comme dans l'armée américaine, ils peuvent avoir aller à l'université gratuitement. Et en prime, c'est non seulement les soldats contractuels puis leurs familles qui en ont bénéficié, mais c'est aussi les employés dans les usines d'armement. Parce que il y a un manque de main-d'œuvre. Parce que le taux de chômage en Russie en ce moment, c'est même pas 2%, ou c'est à peine 2%. Parce qu'en investissant massivement comme ça dans l'économie, ça a essentiellement créé une situation de plein emploi. Donc, il y a certaines entreprises qui ont besoin d'employés, il y en a pas suffisamment, donc les salaires ont aussi augmenté. Par exemple, dans une région où les employés, les travailleurs fabriquent les chars d'assaut, les véhicules blindés, leurs salaires ont augmenté de l'ordre de 30%. Donc, je pense que c'était en septembre ou en octobre dernier, on avait reçu un professeur à l'Université de Montréal qui se spécialise sur la Russie, puis on a discuté du centre Levada, qui est c'est un peu les sondages légers en Russie. Donc, c'est une firme de sondage qui est globalement considérée comme étant assez fiable, et ils en sont venus à la conclusion que pour des millions et des millions de Russes, ces gens-là considèrent que depuis 3 ans, leurs conditions de vie se sont améliorées grâce à la guerre. Donc là, pour Vladimir Poutine, il est en face de ce dilemme-là. Si j'arrête la guerre maintenant,
ben, ça veut dire que les 40% dans le budget de la défense, ça va fondre, ça va passer peut-être à 20% ou à 15%, ce qui signifie que les personnes qui bénéficient en ce moment de la manne de la guerre vont voir leur salaire diminuer, revenir au niveau qui était il y a 3 ans. Donc ces gens-là, ils seront pas contents et ça peut créer du mécontentement qui pourrait peut-être engendrer un mouvement populaire contre le Kremlin. Le problème, c'est qu'en poursuivant la poursuite de la guerre a eu aussi pour effet depuis 3 ans de porter atteinte au pouvoir d'achat d'une autre catégorie de la population. Donc, les travailleurs du secteur public, les retraités, les professeurs, les infirmières, eux, leur salaire n'a pas augmenté, est resté le même depuis 3 ans. Non, mais si le salaire de millions et de millions de Russes augmente, ça crée une hausse des prix. Donc, la Russie fait face à de l'inflation en ce moment. Dans certains cas, ça peut monter jusqu'à 20%. Or, vous avez des millions et des millions de Russes qui, eux, leur salaire est resté le même depuis 3 ans, mais les prix ont augmenté de 20%. Donc, ces gens-là, la poursuite de la guerre, ça fait pas nécessairement leur affaire. Ah oui. Donc, vous voyez bien que, dans le cas de Vladimir Poutine, il est placé devant ce dilemme-là. S'il continue la guerre, il va continuer à plaire aux soldats, aux employés dans les usines d'armement, mais il va continuer à déplaire à une autre catégorie de la population. Et or, s'il fait la paix ce qui va plaire aux employés du secteur public, les professeurs, les infirmières, il va nécessairement plaire aux employés dans les usines d'armement, puis les gens qui se sont engagés dans l'armée russe depuis 3 ans. Donc, on peut peut-être expliquer, ça peut peut-être expliquer, outre le fait que le momentum sur le champ de bataille, ça peut peut-être expliquer la raison pour laquelle Vladimir Poutine n'est pas si pressé que ça de faire la paix, parce que on peut le dire d'une façon un peu caricaturale, il sait pas quoi faire. Il sait pas quelle décision il devrait prendre, quelle est la décision la plus optimale pour justement maintenir l'équilibre qui est si essentiel dans le contrat social qu'on retrouve dans un régime autoritaire. Okay. Donc, voilà, c'est seulement ce que j'ai écrit dans mon texte. Écoute, Jean-François, on va lire ton texte avec beaucoup d'intérêt demain. Donc, on invite nos auditeurs, téléspectateurs à se rendre sur le blog du Corim lundi pour lire ton texte. Je vais mettre le lien en description aussi sous le vidéo sur YouTube. Et puis, on va s'arrêter quelques secondes et puis on va revenir tout de suite avec un autre auteur Corim. Donc, l'auteur Corim de la semaine passée, Ivan Clich, qu'on a déjà reçu il y a quelques mois à notre podcast. Donc, ça va nous faire plaisir de le revoir, de lui reparler. Donc, s'il vous plaît, restez avec nous. On vous revient dans quelques secondes. Alors, bonjour à tous. On est de retour pour cette deuxième partie de notre podcast. Aujourd'hui, nous avons un invité, Ivan Clich, consultant en affaires énergétiques, auteur d'un livre à succès, Jusqu'à plus soif, publié il y a 2 ans aux éditions Fides et qui a connu un beau succès de librairie. C'est sur l'énergie. Et aujourd'hui, Ivan publie sur le blog du Corim un article qui explique le comportement de Donald Trump à partir de la montée en puissance énergétique des États-Unis. Donc, on va laisser 5-6 minutes à Yvan pour expliquer sa thèse et ensuite on reviendra avec des questions. Mon cher Yvan. Alors, bonjour tout le monde, bonjour à vous deux. Moi, ce que j'aime beaucoup en étudiant le secteur énergétique, c'est les angles morts. C'est ce dont on parle peu, mais qui exerce une influence certaine sur la vie politique internationale. Et un de ces angles morts-là, c'est véritablement la montée en puissance des États-Unis comme puissance énergétique depuis à peine 10 ou 15 ans. Et je signalerais d'ailleurs à cet égard que c'est tellement le cas que un des, euh, le seul endroit où Donald Trump parle de domination, c'est pas dans le domaine militaire, c'est pas dans le domaine alimentaire, c'est dans le domaine énergétique. Et il y a un historique derrière ça. Retournons aux années 2000, les États-Unis vivent une grande anxiété énergétique. Leur production de pétrole et de gaz est en déclin. Ils importent de plus en plus le pétrole du Moyen-Orient et ils sont à construire des terminaux à grands frais. C'est des projets de plusieurs milliards de dollars. Ils sont à construire à grands frais des terminaux
d'importation de gaz naturel parce qu'ils se disent dans quelques années, on n'aura même plus de gaz pour faire fonctionner notre économie, faire chauffer les maisons. Alors, et rappelons-nous qu'en 2003, les États-Unis avaient fait une guerre en Irak et une des motivations plus ou moins explicites, c'était que ben, l'Irak, s'il s'emparait des ressources du Koweït, allait avoir une position beaucoup trop déterminante dans le commerce mondial du pétrole. Donc, ils avaient envahi le pays pour redonner au Koweït sa souveraineté et également sa domination comme producteur pétrolier. Alors, on est dans cette situation-là. Il y a beaucoup d'anxiété et le président Bush de l'époque dit on est vraiment on doit se sevrer un peu du pétrole. We're addicted to oil, avait-il dit. Donc, ça reste un problème de géopolitique majeur aux États-Unis. Donc, c'est une préoccupation centrale. Alors, on est au début des années 2000, mais petit à petit, un peu là, en arrière-scène, il y a des entrepreneurs, notamment George Mitchell au Texas, un homme de 80 ans qui voit aussi ses ressources gazières se tarir et il approvisionne plusieurs villes américaines, dont Chicago. Il se dit, il faut trouver une solution. Il faut véritablement augmenter notre production, sinon, ben, on ne pourra plus servir nos clients nationaux. Et il y avait une technique qui était un petit peu là, sur le côté aux États-Unis, qui avait été étudiée par le Department of Energy. Il y avait eu des recherches et qui s'appelle la fracturation hydraulique et le forage horizontal. Donc, en gros, c'est quoi? C'est qu'au lieu de prendre un tuyau et de le mettre de façon horizontale dans une nappe de pétrole. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend plutôt du forage horizontal, on va briser des roches qui contiennent du pétrole et du gaz et on insère un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques pour pomper cette énergie-là vers le sol. Alors, finalement, après beaucoup d'efforts, il met la main sur cette technique-là, c'est-à-dire, en fait, sur un plan commercial, ça devient rentable et c'est une véritable révolution énergétique qui s'ensuit. À partir des années, au milieu des années 2010, un peu plus tard, autour de 2008, les États-Unis, il y a une pluie de dollars qui s'abat sur le secteur pétrolier et gazier. Il s'est favorisé à l'époque par les faibles taux d'intérêt. Alors, il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent, mon Dieu, c'est la manne. Un peu partout aux États-Unis, mais surtout dans les États qui sont déjà à vocation pétrolière et gazière, on ouvre des zones de forage et on extrait en quantité phénoménale du pétrole et du gaz. Et c'est le grand revirement énergétique aux États-Unis. Les États-Unis qui autrefois étaient très liés aux importations de pétrole et de gaz se mettent à en produire de plus en plus, commencent à se séparer, à se distancier de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, donc ont beaucoup moins besoin de leur pétrole et leur gaz et deviennent de plus en plus autosuffisants sur le plan énergétique. Et je termine là-dessus. Il y a un pays qui l'a beaucoup aidé à atteindre aussi cette forme d'autonomie énergétique si on prend une perspective continentale, ben c'est le Canada. Parce qu'en même moment aussi, le Canada augmente également sa production pétrolière et gazière et donc se met à commercer davantage avec les États-Unis. Alors les États-Unis non, ils peuvent effectivement se séparer d'autant plus facilement donc des importations venant de l'étranger et commencent aussi à se tourner vers le Canada pour combler une partie de ses besoins pétroliers et gaziers. Alors, ce changement-là de donne a vraiment, je pense, consolidé le sentiment, je pense, de puissance des États-Unis, leur a permis aussi d'exercer des sanctions commerciales de façon beaucoup plus facile contre des États pétroliers gaziers comme la Russie, le Venezuela et l'Iran, sans trop se soucier de rupture d'approvisionnement et de hausse des prix. Alors, ça leur a donné beaucoup plus de muscles en politique étrangère et beaucoup plus de muscles aussi en politique intérieure, et avec ce mantra qui a été repris par Donald Trump à partir du milieu des années 2010. Très bien. Et Merci. merci pour ce résumé. Écoute, évidemment, les gens se posent la question du comportement de Donald Trump, que ce soit lors de son premier mandat en 2017-2021 et maintenant, depuis à peine 2 mois, il prend des décisions que certains trouvent irrationnelles. Il est brouillon et en même temps, on a l'impression qu'il suit une stratégie euh, scriptée par ses conseillers. On n'en est pas très sûr. On essaie de décoder au jour le jour vers quel objectif il tend. Est-ce que le fait d'être une superpuissance énergétique
aide Donald Trump à vouloir annexer le Groenland, détruire tel ou tel pays comme l'Iran, par exemple, larguer les Européens pour qu'ils s'occupent de la question ukrainienne et qu'ils s'occupent de ces questions de sécurité. As-tu une explication? Ben, moi, je pense que ta question, Justin, est pertinente parce que cette autonomie énergétique maintenant acquise aux États-Unis participe à ce sentiment possible qui est alimenté par l'équipe Trump de découplement avec le reste du monde. Euh, Si à partir du moment où vous n'êtes pas capable d'alimenter ou de soutenir votre économie nationale par une énergie locale et que vous dépendez de l'étranger, c'est une politique étrangère complètement irrationnelle que d'aller se couper ou d'aller mettre des conflits, de la tension avec des potentiels fournisseurs d'énergie. Mais à partir du moment où vous avez beaucoup moins besoin du reste du monde pour votre sécurité énergétique, ben c'est sûr que ça consolide cette espèce de sentiment de découplement possible, envisageable avec des alliés qui autrefois pouvaient vous fournir effectivement cette précieuse énergie. Mais ce qu'il y a aussi de paradoxal du côté de M. Trump et de son équipe, et on le sait, il y a beaucoup de paradoxes, c'est pas simplement qu'en matière énergétique, c'est que les États-Unis, en même temps qu'ils ont enfin, ce sentiment qu'on perçoit, et vous êtes davantage des spécialistes que moi de ce côté-là, d'un peu d'isolationnisme ou de tension avec les alliés, mais les États-Unis, lors de leur concept de domination énergétique, ils veulent vendre davantage d'énergie dans le monde. Bon, du côté des énergies fossiles, le charbon, on oublie ça, ça s'exporte pas beaucoup, c'est pas une énergie autant mondialisée que le pétrole et le gaz. Le pétrole, on dit que on dit, ben c'est le cas, c'est une industrie qu'on dit fongible, c'est-à-dire vous livrez votre pétrole sur le marché, puis il y a des traders qui s'occupent de prendre ce pétrole-là et trouver des acheteurs. Mais du côté du gaz, c'est autre chose. Les Américains veulent vendre beaucoup plus leur gaz un peu partout dans le monde parce qu'ils en produisent en quantité phénoménale et ils vont doubler leur capacité d'exportation au cours des prochaines années et veulent, entre autres, le vendre davantage en Europe et en Asie. Il faut se rappeler que déjà, encore une fois, angle mort un peu de la géopolitique mondiale, si les Européens ont eu la possibilité d'être un peu frontal face à la Russie en matière, suite à l'invasion russe de l'Ukraine, de s'y opposer fermement, c'est qu'ils avaient aussi la possibilité de le faire parce que les États-Unis ont pu suppléer aux interruptions de gaz russe Mhm. en envoyant du pétrole en Europe. Donc, c'est 50% de ce pétrole manquant qui a été comblé par les Américains. Donc, les Européens, je pense, n'auraient pas pu être aussi frontal, assez fermes dans leur position contre la Russie s'ils avaient vu que, dans le fond, ils devaient maintenir une relation avec ce pays-là parce que ce pays-là fournissait 40% de son approvisionnement gazier. À partir du moment où les Russes ont commencé à utiliser le gaz et à interrompre ces livraisons de gaz pour contraindre l'Europe à accepter le geste qu'il avait posé envers l'Ukraine, les Américains sont venus à la rescousse et là, ont fourni du gaz naturel liquéfié en quantité importante à l'Europe, ce qui a permis à l'Europe de dire, ah, OK, tu veux nous faire chanter, mais nous, on a un autre ami qui peut suppléer à ce gaz dont tu veux nous priver et que tu utilises comme arme pour nous inciter à accepter cette invasion. Alors, les Américains, cet axe de puissance qu'ils vont vouloir exercer sur le domaine énergétique, cette domination énergétique qu'ils vont vouloir exercer à travers le monde, c'est bien sûr en vendant plus de pétrole, donc en ayant beaucoup plus de revenus, ce qui est très important parce qu'on rappelle le secteur pétrolier, c'est générateur de très grands revenus. Ça n'a rien à voir avec d'autres types de commerce. Ça vous donne donc à partir de ce moment-là une force politique parce que, un, vous vous dégagez de beaucoup de revenus et deux, vous fournissez un bien essentiel à un pays qui est l'énergie. Et donc, du côté du gaz, les Américains veulent affirmer cette force politique, géopolitique dans le monde en devenant le fournisseur essentiel à l'Europe, mais également à l'Asie, qui est un continent assoiffé d'énergie. Jean-François? Mais dans le contexte Oui. géopolitique actuel, si bon, ben, l'Europe s'est coupée de la Russie depuis 3 ans, ça va peut-être perdurer encore pour quelques années, mais dans l'éventualité où il y a une guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis,
Si l'Europe décidait de cesser d'importer du gaz naturel liquéfié des États-Unis, comme mesure en contrepartie aux mesures que les Américains pourraient leur imposer, est-ce que les Européens auraient un autre marché vers lequel ils pourraient se tourner pour avoir du gaz naturel? Est-ce que ça pourrait être l'Azerbaïdjan? Il y en a énormément. Est-ce que ça pourrait être l'Arabie Saoudite? Où ils sont vraiment pris là, dans un dilemme, c'est soit la Russie ou c'est soit les États-Unis? Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils auraient d'autres possibilités? Oui, ben c'est un bon point, là. J'irais deux commentaires. Le premier, en termes d'approvisionnement, le marché du gaz, c'est un marché qui est quand même qui est assez monopolisé par quelques producteurs. On parle des États-Unis, le gaz naturel liquéfié, j'entends. Donc, qui se transporte à travers le monde, Mhm. un peu comme le pétrole. C'est un marché qui est dominé par les États-Unis, qui est le premier exportateur mondial, par le Qatar et par l'Australie. C'est peu. Et ça, pour un acheteur de gaz, c'est pas une situation que vous aimez. La valeur clé dans le secteur de l'énergie, c'est la diversité des sources d'approvisionnement, Mhm. parce que comme ça, si quelqu'un, s'il y a un problème avec un fournisseur, vous pouvez vous tourner vers un autre. Donc, dans le domaine du gaz, c'est pas beaucoup le cas. Il y a d'autres producteurs, mais à moindre mesure. Et c'est aussi la stabilité politique de votre fournisseur. Donc, si votre fournisseur n'est pas très fiable, ben, ça pose une dimension, un risque politique pour le pays, parce qu'évidemment, si vous êtes pas approvisionné, ça va poser des enjeux économiques. Et moi, ce que je trouve très paradoxal, et c'était le deuxième élément que je voulais apporter, ce que je trouve très paradoxal, c'est que dans le secteur de l'énergie, encore une fois, une valeur cardinale, c'est la fiabilité. Et les Américains sont en train d'entacher leur réputation de fiabilité comme pourvoyeur d'énergie. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que si vous êtes un pays européen, moi, un pays asiatique, et qu'on vient vous voir, puis on dit, voici, nous avons du gaz, ben là, vous vous dites, écoutez, qui me dit pas là, que si moi, par exemple, mon premier ministre, mon président, fait pas une déclaration qui Mhm. déplaît au président Trump, qui va pas me planter un 15% de tarif pour me punir sur l'approvisionnement gazier que vous me promettez de me fournir au cours des prochaines années. Donc, moi, ce que je trouve très paradoxal du côté américain, c'est qu'ils parlent de domination énergétique, ils veulent véritablement vendre davantage leur pétrole et le gaz, mais du côté gazier, moi, je suis pas sûr là, qu'un fournisseur va vouloir trop s'attacher aux États-Unis parce qu'il va se dire, maintenant, c'est politisé. On a maintenant un président qui peut utiliser ce levier-là pour me faire mal et m'inciter à adopter une position qui n'est pas dans mes intérêts. Alors moi, je pense que ça, effectivement, ça va devenir un enjeu très important pour les Européens et pour les Asiatiques, et ça complique leur situation. Parce que eux, si on n'était pas dans l'ère Trump, ils se diraient, les États-Unis, c'est un fournisseur fiable, tant mieux, excellent, je vais me lier à lui. Mais là, ils sont beaucoup moins intéressés à trop se lier à eux parce que, effectivement, on sait que maintenant, l'énergie peut être utilisée comme arme politique, comme le fait la Russie avec l'Europe. Alors, je tiens aussi, je termine là-dessus, il y a un nouveau fournisseur qui va entrer sur le marché en 2025 et c'est pas rien. Et je pense que ça va être très salué par les acheteurs de gaz. C'est le Canada. Le Canada va avoir son premier terminal d'exportation de gaz naturel liquéfié bientôt dans les prochaines semaines, les prochains mois, le projet LNG Canada. Et honnêtement, ça va être une venue qui va être saluée par le C'est, marché parce que, d'une part, c'est un fournisseur supplémentaire dans un marché où il n'y a Mhm. pas énormément de joueurs. Et d'autre part, ben, c'est un fournisseur fiable. Et nous, le Canada, on n'a jamais par le passé menacé un pays d'utiliser sa dépendance énergétique envers nous pour des raisons politiques. ce, ce, ce C'est peut-être pas, pour ça, c'est peut-être pour ça que les États-Unis veulent annexer le Canada. Ben, en fait, j'ai eu l'occasion parfois de donner des entrevues sur la question de la capture, je dirais, des États-Unis, des ressources canadiennes, là. Donc, et moi, je pense que clairement, le Canada, si on prend cette perspective évidemment très anxiogène, ben, c'est clair que pour moi, les États-Unis, la première valeur du Canada, c'est ses ressources pétrolières et gazières. Mhm. Et encore une fois, je pense qu'au Québec, notamment, on est très peu conscient de ça. Mais le Canada est la quatrième puissance mondiale en pétrole. Quand même, c'est pas rien. Loin derrière les États-Unis, la Russie et l'Arabie, mais quand même un bon quatrième. On a encore des réserves
très, très importante. Certains les indiquent qu'on est les troisièmes réserves de pétrole au monde. Puis on a aussi des ressources gazières également en quantité fort appréciable. Et là, on est autour du 15e, 17e avec les réserves. Donc, le Canada a quand même une grande capacité pétrolière et Mhm. gazière. Mhm. Et si les États-Unis, je vous donne quelques chiffres rapidement, ils produisent 13 millions de barils de pétrole par jour, ils en ont besoin de 20, le Canada en fournit 4 Ah et oui. a la capacité d'en fournir de façon supplémentaire. Donc, si les Américains, encore une fois, je n'aime pas ce que je dis, mais avaient une volonté de capter ou de capturer les ressources canadiennes, ben, ils seraient complètement indépendants sur le plan énergétique, pétrolier et gazier, là, complètement indépendants. Donc, c'est clair que pour eux, c'est une valeur importante. Et encore Mhm. une fois, quand on dit de contradiction, inconséquence du comportement de l'administration Trump, c'est irrationnel de vouloir imposer des tarifs en général, mais également des tarifs sur le pétrole et le gaz, parce que nous agissons déjà comme un marché unique. Les Américains avec le Canada, comme le flot de pétrole et de gaz circule à tous les jours, ce sont des millions de barils de pétrole par jour et des milliards de mètres cubes de gaz. On est déjà comme un marché intégré. Donc, Mhm. pourquoi mettre Mhm. des obstacles artificiels à ce commerce qui va par ailleurs très, très bien et qui participe à la sécurité énergétique des États-Unis? Mhm. Donc, et c'est pour ça que l'industrie pétrolière et gazière, qui a largement soutenu le président Trump, n'est pas du tout en faveur des tarifs. L'industrie s'est prononcée, pas de façon très vocale, parce que on le sait, tout le monde a un peu peur de Trump et de ses réactions, mais s'est prononcée clairement contre ces tarifs en disant, ben mon Dieu, tout va très bien, on agit déjà comme un marché intégré, pourquoi mettre des obstacles artificiels qui vont hausser les prix de l'énergie, qui va, et ce qui irait à l'encontre d'une des promesses fortes du président Trump de baisser les prix de l'énergie durant son mandat, le mandat Mhm. qui s'est ouvert à partir de janvier. Mhm. J'ai deux questions, une en lien avec ce que vous venez de dire, puis une qui porte sur un autre sujet. Donc la première, le port auquel vous avez fait référence, qui va commencer à opérer cette année, c'est dans quelle ville? Puis disons, théoriquement, si le Canada exploitait à pleine capacité là, les ressources naturelles qu'on a par rapport au gaz naturel, quelle pourrait être la proportion du marché global qu'on pourrait avoir à notre disposition si on exploitait à pleine capacité? Ça, c'est ma première question. Puis la deuxième question, euh, on sait que le développement de l'intelligence artificielle, c'est tout début, mais c'est vraiment ce qui va marquer l'économie du 21e siècle. Puis on sait que l'entraînement des ordinateurs de l'intelligence artificielle, ça consomme énormément d'électricité. Donc, la question, c'est, à l'heure actuelle, les États-Unis, est-ce qu'ils ont la capacité de fournir à la demande actuelle puis à la demande future pour justement là, générer suffisamment d'énergie pour pouvoir pour pouvoir combattre là, vraiment à 100% dans cette nouvelle économie-là? Parce que ça m'a vraiment frappé. Il y a environ une quinzaine d'années, on avait développé le logiciel AlphaGo, qui était en mesure de battre là, le meilleur joueur mondial du jeu de Go. Et puis, j'ai été fasciné d'apprendre que en fait, les ordinateurs, parce qu'on parlait du logiciel en question, mais le logiciel en question fonctionnait à partir de plus de 200 ordinateurs qui généraient ensemble 440 mégawatts. Donc, c'était l'énergie qui était nécessaire pour que le logiciel puisse être en mesure de calculer quel était le coût le meilleur move optimal contre le meilleur joueur mondial de Go, qui lui, apparemment, son cerveau ne générait que 20 watts pour penser au prochain move. Mais donc, c'est absolument faramineux la consommation d'électricité pour l'intelligence artificielle. Puis on sait, au côté de Trump, ben, vous avez maintenant Musk, Zuckerberg, Jeff Bezos, donc des gens qui vont être les artisans de cette quatrième révolution industrielle-là. Donc, est-ce que les Américains ont cette capacité à l'heure actuelle pour pouvoir subvenir à la demande en matière d'énergie pour justement là, l'intelligence artificielle? Ben, je vais revenir à la première question. C'est donc ce premier port d'exportation de gaz naturel liquéfié se fait à partir de la Colombie-Britannique jusqu'au port de Kitimat.
donc en Ah oui. Colombie-Britannique. Et donc, on pense qu'il va davantage approvisionner le marché asiatique. Alors, c'est un marché, je le répète, concurrentiel, libre que ce marché mondial de l'énergie. Donc, il faut trouver des clients, mais il n'y a aucun doute que le gaz naturel canadien va trouver des clients, notamment auprès potentiellement de la Chine ou de pays asiatiques. Encore une fois, d'autant qu'on en a besoin. Et que le Canada, surtout dans la situation géopolitique actuelle avec une Russie qui a dit, moi, j'utilise votre dépendance énergétique envers mon gaz pour tenter de vous faire plier sur le plan politique, et les États-Unis également qui font de même, bien là, effectivement, le gaz canadien va être d'autant apprécié. Donc, c'est un avantage concurrentiel, la situation actuelle pour le gaz canadien. Maintenant, quant aux possibilités de l'énergie canadienne, prenons par exemple le pétrole. L'Alberta dit, on produit à peu près, grosso modo, là, à la louche, 100 millions de barils de pétrole par jour. Le Canada en produit 4 millions, donc 4%. Et le Canada dit ouvertement, en fait, surtout l'Alberta, on peut en produire assez facilement 2 millions de plus, donc hausser la production à un niveau de 6%. Et là, ça fait encore une fois de nous un joueur quand même fort appréciable sur le marché mondial. Mais encore une fois, le drame du pétrole canadien et du gaz canadien, c'est son confinement. C'est vraiment le grand drame. Si l'Alberta avait accès à la mer, l'Alberta et le Canada seraient une puissance beaucoup plus importante sur le plan pétrolier et gazier. Et on le sait, ça fait partie de beaucoup de la politique canadienne et probablement d'enjeux de la prochaine campagne électorale que ces voies d'acheminement hors du giron américain de ce pétrole et de ce gaz canadien. Donc, on le sait, il y a eu des projets qui n'ont pas fonctionné. On pense entre autres du côté du pétrole à Énergie Est, qui était une Mhm. voie d'acheminement, une voie d'écoulement du pétrole albertain vers l'est du Canada, et notamment à partir de la voie maritime du Saint-Laurent ou encore à partir des maritimes. Et le projet GNL Canada, qui est un projet donc aussi d'une voie d'écoulement du gaz albertain vers le Québec avec une usine de liquéfaction de ce gaz pour pouvoir ensuite le transporter en mer vers l'Europe. Alors ça, c'est vraiment un des grands enjeux du Canada, c'est ces difficultés d'acheminement de son pétrole et de son gaz vers des voies maritimes. Et ça va être un enjeu, assurément, de la prochaine campagne électorale. On a déjà M. Poilievre qui a dit, moi, je pense que je vais pouvoir convaincre les Québécois de relancer le projet de gaz naturel liquéfié vers le Québec. Maintenant, pour le dernier aspect, Jean-François, c'est un enjeu majeur. Moi qui est un observateur quotidien de la scène énergétique, je peux dire que c'est effectivement un enjeu absolument central, capital de la scène énergétique américaine. C'est cet accroissement des capacités électriques pour pouvoir faire face, d'une part, à la climatisation accrue. Il y a des besoins de climatisation accrue aux États-Unis, au Canada, parce qu'il fait plus chaud, hein. Donc, les gens se procurent davantage de climatiseurs et ça, c'est passablement consommateur d'énergie. Il y a bien sûr la croissance économique naturelle qui est également en cause, mais effectivement les besoins de l'intelligence artificielle. Alors, aux États-Unis, il y a beaucoup de producteurs, incluant charbon et gazier, qui se disent, ah, maintenant, avec cette demande accrue de l'électricité, ben, nous, on a encore une place dans le mix énergétique et je tiens à dire que la croissance d'électricité au cours des 15 dernières années aux États-Unis, au Canada, en Europe, mais prenons l'Amérique du Nord, a été très flat. Il y a à peu près pas eu de croissance, ou sinon qu'infinitésimale. Et là, oups, on rentre dans une ère où il y a une hausse considérable de la demande d'électricité, notamment venant des joueurs de haute technologie, Google, Facebook, etc., qui se lancent tous dans l'intelligence artificielle. Et ce qu'on dit pour le moment, c'est que ces centres de données, pour favoriser la pénétration de l'intelligence artificielle, ça va demander une hausse importante de la production d'électricité. Et ça, c'est un vent de dos pour le charbon qui se dit, ben, on a encore besoin de moi. Donc, moi, au lieu d'arrêter ma centrale à X années, ben, je vais faire des rénovations pour pouvoir poursuivre son exploitation. Le secteur gazier également qui se dit, ben là, on voulait électrifier avec des batteries, du solaire, d'éolien. Ben là, on a besoin de moi d'autant pour combler ces besoins énergétiques. Alors, effectivement, et le nucléaire également qui se dit, ah ben ça y est, moi j'ai un vent d'eau, non seulement je suis une énergie en base qui peut fournir en tout temps, contrairement à l'éolière et le solaire qui sont intermittents, je peux fournir en base.
Et puis, il y a des besoins énergétiques importants à combler. Donc, je lève également la main. Donc, il y a aussi un vent d'eau pour l'industrie nucléaire aux États-Unis. Alors, tous ces joueurs-là voient des beaux jours devant eux parce qu'ils se disent effectivement cette demande importante de croissance électrique, ben moi, je vais pouvoir avoir un rôle pour y répondre. Ceci dit, je vais quand même mettre une note en bas de page assez importante. Je m'en voudrais de ne pas le dire. Au cours des dernières années, au cours des 5, 6 dernières années, le 2 tiers d'addition de capacité électrique aux États-Unis, ça a été du solaire, de l'énergie solaire. Bien sûr, c'est une énergie intermittente, mais l'énergie solaire est vraiment devenue une énergie très peu chère, fonctionnelle, et maintenant, les réseaux américains en font leur premier choix pour additionner de la capacité. Alors, preuve que l'économie ou la valeur économique commerciale prédomine sur les considérations politiques, le Texas, État républicain par excellence, et si je ne m'abuse, les Texans ont fait un vote historique, la proportion la plus grande jamais donnée au Parti républicain. Mm. Eh bien, le Texas est l'État où on additionne le plus de capacité solaire aux États-Unis. Ils sont rendus, écoutez, à 40 000 mégawatts de capacité solaire. 40 000 mégawatts, là, c'est la capacité électrique du Québec. Ah oui, Ça, Donc, c'est juste le solaire au juste le Texas. solaire. au Les Texas. Texans, et d'ailleurs, ça me fait toujours un petit peu sourire quand on les interroge souvent. Ils disent pas que c'est pour les changements climatiques. Ils disent tout simplement parce que c'est une énergie qui est peu Efficace. chère et qui nous permet de combler les besoins de façon rapide. Ouais. Donc, évidemment, c'est une énergie intermittente. Alors, ils additionnent également des batteries, mais également du gaz pour pallier à l'intermittence de l'énergie solaire, mais également de l'éolien. Alors, encore une fois, dans cette contradiction trumpienne, les Texans supportent M. Trump, mais ne sont pas d'accord avec cette espèce de lubie là, qu'il a contre l'industrie éolienne. Les Texans, eux, additionnent aussi beaucoup de capacités éoliennes. Il faut dire qu'ils ont un grand territoire, ils ont beaucoup de vent. Donc, l'éolien solaire aux États-Unis, mais surtout au Texas, c'est en plein élan. Donc, il va y avoir un peu, je dirais, là, ce qu'on voit là, c'est que avec cette augmentation importante de la demande d'électricité aux États-Unis, mais également au Canada, là, je tiens à le dire, ben, il va y avoir de la place pour tout le monde. Toutes les formes d'énergie. Donc, ce qu'on dit beaucoup aux États-Unis, c'est qu'au lieu d'être idéologique et de vouloir aller à l'encontre des énergies renouvelables, comme le fait l'administration Trump, il faut y aller avec une approche all of the above. Tout le monde a sa place parce qu'on a besoin de tout le monde et de toutes les formes d'énergie renouvelables, non renouvelables, pour pouvoir combler la demande d'électricité dans le pays, qui va être effectivement due, comme vous le mentionnez, par l'expansion de l'intelligence artificielle. OK, Yvan, écoute, le temps passe. Une dernière question. Tu disais, Trump veut baisser les prix de l'énergie. En quoi cela est-il réconciliable avec l'idée d'engranger de l'argent au maximum pour relancer l'économie américaine? Ça semble là encore contradictoire. Ben, c'est effectivement contradictoire et j'ai eu le plaisir de l'écrire là, pour un texte récent que j'avais écrit au Devoir. En fait, il y a une opposition, je dirais, sourde entre les intérêts de l'industrie pétrolière américaine et les intérêts politiques du président Trump. Le président Hmm. Trump, lui, ce qu'il se dit, moi, je veux baisser les prix de l'essence de moitié. Parfait. Mais pour baisser les prix de l'essence, vous devez augmenter votre production, vous devez augmenter l'offre. Si vous augmentez l'offre, mondiale de pétrole, vous allez vers baisser les prix. Donc ça veut dire des profits moindres pour l'industrie pétrolière. Et lors de le Super Bowl du milieu énergétique, c'est ce qu'on appelle le CERAWeek à Houston. Ça a eu lieu la semaine dernière. Et en coulisses, selon tous les observateurs, les dirigeants des compagnies pétrolières, ils se disaient, bon, le président Trump, là, avec sa volonté de baisser les prix de l'essence, ça veut dire qu'il faut augmenter l'offre, ça veut dire des prix du baril, au lieu d'être autour de 75, 80 dollars, ça veut dire autour de 50, 55 dollars. Ben nous, on fait beaucoup moins de profit avec, un prix du baril à ce niveau-là. On fait beaucoup moins de marge bénéficiaire. Et puis également, si ce prix-là vient à être celui qui est pratiqué par le marché, ben ça va beaucoup moins nous inciter
à relancer la production pétrolière parce que le secteur du pétrole relance sa production quand il y a des prix élevés parce qu'il voit qu'effectivement, il va faire du profit Mhm. beaucoup intéressant par chaque baril de pétrole vendu. Donc, il y a véritablement là une contradiction dans son essence entre la volonté politique de Trump de baisser les prix de l'essence, ce qui implicitement veut dire une augmentation de la production. Or, augmentation de la production veut dire des prix moindres, donc une marge bénéficiaire beaucoup moins importante pour les compagnies pétrolières. Donc, moi, je trouve ça un peu drôle parce que c'est comme si les compagnies les compagnies pétrolières qui ont massivement supporté M. Trump se voyaient aujourd'hui pris un peu avec les conséquences de leur choix. Ouais. Hmm. Ben, écoute, merci Yvan, c'était très éclairant comme entrevue. Alors, Merci à beaucoup. toi Oui. la parole, Jean-François. Oui, ben merci, c'est très intéressant. Puis écoutez, ben, chers auditeurs, c'est déjà la fin de ce 27e épisode. Donc, j'espère que vous l'avez apprécié. Et puis, ben, on va se revoir la semaine prochaine pour le 28e épisode. Puis, je suis persuadé qu'il y aura encore plein, plein, plein de sujets qui vont survenir au cours de la prochaine semaine, qui vont nous amener, nous inciter à commenter tout ça pour vous. Donc, écoutez, sur ça, on vous souhaite une très bonne semaine, puis on se revoit très bientôt. Au revoir. Wow.